D'accord, décortiquons tout cela. Si l'on affirmait à un entraîneur de football professionnel, dont la carrière dépend quand même de l'explosivité de ses joueurs, que la meilleure façon de les faire sauter plus haut et courir plus vite, c'est de réduire très exactement de moitié leur volume d'entraînement spécifique, on nous rirait probablement au nez. Oh, ça, c'est une certitude, ouais. C'est ça. La culture sportive est tellement imprégnée du dogme du dépassement de soi que l'idée de faire moins pour gagner plus, ça semble presque absurde. Et pourtant, l'exploration d'aujourd'hui s'attaque précisément à ce paradigme. On se base sur une publication académique vraiment fascinante qui s'intitule Microdosing Plyometric Training Enhances Jumping Performance, Reactive Strength Index and Acceleration Among Youth Soccer Players, a Randomized Controlled Study Design. Un titre assez dense, mais qui annonce clairement la couleur. Absolument. C'est un travail de recherche ultra rigoureux mené par les auteurs Guiyang Liu, Xiaoshuang Wang et Chi Su. Ça a été publié très récemment, en juin 2024, dans les colonnes du prestigieux Journal of Sport Science and Medicine, au sein du volume 23, de la page 342 à 350. Et notre mission pour cette analyse en profondeur, elle est claire. C'est de comprendre comment une réduction drastique de la charge de travail, couplée à une répartition un peu chirurgicale dans le temps, parvient à générer des adaptations neuromusculaires identiques à celles d'un programme lourd. Exactement. Et surtout tout en contournant l'ennemi juré de la performance, à savoir la fatigue du système nerveux central. C'est d'ailleurs le grand dilemme contemporain de la préparation physique. C'est-à-dire? Le sport de compétition ne se résume plus du tout à développer l'athlète de manière isolée dans une salle de musculation. Aujourd'hui, on est sur de la gestion microscopique du stress physiologique. Chaque sprint, chaque changement de direction, chaque prise de décision tactique sur le terrain impose une charge au système nerveux. L'objectif, c'est pas d'ajouter de la fatigue à la fatigue, mais plutôt d'insérer le stimulus d'entraînement le plus pur possible avec le minimum de dommages collatéraux. Pour bien saisir cette mécanique de surcharge, j'aime bien utiliser une image. Si l'on prend le calendrier sportif actuel, qui est d'une densité folle, on peut imaginer le système neuromusculaire d'un athlète comme une grosse éponge qu'on place sous un robinet ouvert. Ah ouais, l'éponge qui se gorge d'eau classique. Voilà, les entraînements quotidiens, les matchs du week-end, le stress des déplacements, l'eau coule sans arrêt et l'éponge finit par être complètement saturée. La grande question, c'est comment intégrer un travail de puissance pure sans faire déborder cette éponge? Parce que si un joueur arrive sur le terrain avec un système nerveux déjà engorgé, incapable de transmettre l'influx électrique, tout l'entraînement en amont devient totalement contre-productif, non? Alors, l'image de l'éponge est très intéressante pour illustrer la capacité métabolique globale de l'athlète, les réserves de glycogène par exemple. Mais sur le plan strictement neurologique, ce qui est quand même le cœur de cette étude sur la pliométrie, je me permets d'apporter une petite nuance conceptuelle. Je t'écoute. Le système nerveux central ressemble moins à une éponge qui se remplit doucement qu'à, disons, un disjoncteur électrique hypersensible. Un disjoncteur? Oui, face à des exercices hautement explosifs qui exigent un recrutement moteur maximal en une fraction de seconde, le système ne se remplit pas en fait, il se protège. Dès que la charge de stress dépasse un certain seuil de tolérance nerveuse, le disjoncteur saute. Le cerveau limite volontairement l'activation des fibres musculaires pour prévenir les déchirures ou les blessures. C'est ça qu'on appelle la fatigue centrale. D'accord, c'est une distinction cruciale. Et c'est justement ce qui rend la pliométrie si délicate à manier pour les préparateurs physiques sur le terrain. Les auteurs de l'étude rappellent très bien que ce type d'effort, qui exploite le cycle étirement-raccourcissement pour générer de la vitesse, c'est extrêmement taxant pour ce fameux disjoncteur. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient leur solution, le microdosage. Mais l'étude souligne une confusion super courante dans le milieu. Souvent, la simple pratique distribuée est vendue à tort comme du microdosage. Ouais, il y a un vrai abus de langage là-dessus. Absolument. Et la littérature scientifique récente est hyper intransigeante sur cette sémantique. Prendre un bloc de 100 sauts que l'on faisait le mardi et décider d'en faire 20 par jour du lundi au vendredi, c'est pas du microdosage. C'est juste répartir la même charge. C'est ça, c'est simplement étaler la confiture sur une plus grande tartine. La charge globale reste strictement identique. Le véritable microdosage tel qu'il est défini et testé par Liu, Wang et Su impose deux impératifs non négociables. Il faut fractionner les sessions, certes, mais il faut
obligatoirement réduire le volume total du travail. On ne se contente pas de diviser, on ampute. Et c'est exactement là que toute la logique empirique de la salle de sport s'effondre et que le scepticisme s'installe. Enfin, je veux dire, toute la culture du renforcement musculaire repose sur la loi de la surcharge progressive, hein. Bien sûr, le fameux « no pain, no gain ». Exactement. L'idée que la progression est le fruit direct du volume de travail est ancrée partout. Alors comment on peut sérieusement postuler qu'un athlète deviendra plus réactif, sautera plus haut ou accélérera plus vite en divisant littéralement sa charge de travail par 2? Mathématiquement parlant, c'est hyper contre-intuitif. Moins de stimulus devrait générer moins de résultats. On ne devient pas plus fort en soulevant moins souvent des poids plus légers, si. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut séparer l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire la construction du tissu qui demande un volume important pour créer des micro-déchirures, de l'adaptation purement neurologique. L'explosivité, c'est avant tout un problème de logiciel, c'est pas matériel. Un problème de logiciel. Ouais. Le corps humain obéit à la loi du seuil d'adaptation, qu'on appelle aussi la dose minimale efficace. Pour optimiser le logiciel, le système nerveux a simplement besoin d'un signal clair, très puissant et d'une intensité spécifique. Une fois que ce signal a franchi le seuil d'activation requis, le corps enregistre l'information et il déclenche tout seul le processus de mise à jour neuromusculaire. Du coup, pour filer un peu la métaphore informatique, c'est comme si, une fois que la touche « Entrée » a été pressée et que le logiciel commence son téléchargement, appuyer frénétiquement 40 fois de plus sur la même touche ne fera pas aller le téléchargement plus vite. C'est une excellente façon de le visualiser. Une fois l'adaptation déclenchée, tout volume de travail qui vient s'ajouter n'apporte plus aucune plus-value en termes de performance. Ce volume additionnel, il bascule dans ce qu'on appelle le volume poubelle. Le volume poubelle, ouais. C'est ça. Il ne fait que dommager mécaniquement les tendons, accumuler des déchets métaboliques dans le muscle et surtout faire sauter notre fameux disjoncteur nerveux dont on parlait. C'est un coût physiologique sans aucun retour sur investissement. C'est fou quand on y pense, hein. Pour prouver l'existence et l'efficacité de cette dose minimale, les chercheurs n'y sont pas allés par 4 chemins. Si on regarde comment ils ont mis en place cette théorie sur le terrain, c'est très parlant. C'est un essai contrôlé randomisé qui s'est étalé sur une période de 8 semaines. Ce qui laisse d'ailleurs amplement le temps d'observer de vraies adaptations chroniques. Tout à fait. Ils ont sélectionné 52 joueurs de football masculin, issus de la catégorie des moins de 17 ans, donc avec une moyenne d'âge autour de 16 ans. Et ce choix de population n'est évidemment pas le fruit du hasard. À cet âge-là, la plasticité neuronale est encore phénoménale. Leurs systèmes nerveux sont vraiment des éponges, pour reprendre mon terme de tout à l'heure, prêtes à assimiler de nouveaux schémas moteurs. Exact. Et c'est une cohorte qui est déjà soumise à un stress de terrain super conséquent. On parle d'environ 4 séances d'entraînement tactique et technique par semaine. Ajouter de la charge physique à ce calendrier, ça reproduit vraiment fidèlement la réalité du sport de haut niveau et des centres de formation. Alors, la méthodologie, elle a consisté à diviser ces 52 athlètes en 3 groupes. On a d'abord un groupe de contrôle qui continuait sa routine habituelle avec le ballon, ce qui est, au passage, indispensable pour isoler les effets exclusifs de l'intervention. Indispensable, oui. Puis, on a les 2 groupes au cœur du débat, le groupe de pliométrie régulière et le groupe de microdosage. Et c'est là vraiment, c'est la disparité des volumes entre ces 2 groupes expérimentaux qui est le point névralgique de toute cette recherche. Les fameux 82 sauts. Voilà. Le groupe régulier, identifié sous le nom de REG-PJT, se voyait administrer un total de 82 sauts hebdomadaires. Ces sauts, ils étaient regroupés dans un format assez classique dans le milieu, à savoir 2 séances d'environ 14 minutes. Face à eux, le groupe microdosage, appelé micro-PJT, voyait son volume carrément réduit de moitié, avec seulement 41 sauts par semaine. Et c'est là qu'est la nuance, la distribution. C'est ça. Ces 41 sauts étaient éparpillés sur 4 mini-sessions d'à peine 11 minutes chacune. Et c'est dans cette asymétrie apparente que se cache pour moi tout le génie logistique de l'étude. Si l'on met de côté la physiologie juste un instant pour se placer du point de vue du management sportif sur le terrain, la différence de durée est frappante. On parle de 11 minutes contre 14 minutes. Sur le papier, ça a l'air de rien. 3 minutes d'écart. C'est l'épaisseur du trait sur le papier. Mais sur le terrain, pour un coach qui a un chrono super serré pour préparer son équipe avant un match du week-end, c'est une frontière infranchissable. Mais carrément. Une séance de 14 minutes chargée d'une quarantaine de sauts explosifs qui demandent un effort maximal, ça se transforme très vite en un véritable bloc de conditionnement physique autonome. Ça coupe le rythme de la séance. Exactement. Ça génère une fatigue immédiate chez les jeunes et le coach doit sacrifier du temps de jeu ou de la mise en place tactique pour les laisser récupérer. À l'inverse,
11 minutes avec une petite dizaine de sauts par-ci par-là, mais ça disparaît complètement dans la phase d'échauffement naturelle de l'équipe. L'entraîneur ne se rend même pas compte, en fait. Le plan de sa séance tactique reste intact, et pourtant le stimulus physiologique est bel et bien administré. C'est l'illustration parfaite d'une science applicable au monde réel. Mais pour valider cette applicabilité, il fallait quand même s'assurer que ces fameux 41 sauts généraient les adaptations requises. C'est là que l'arsenal d'évaluation de la recherche entre en jeu. Et c'est costaud. Les chercheurs ne se sont pas contentés de demander aux joueurs s'ils se sentaient en meilleure forme, hein. Ah non, là on est sur du monitoring de haute précision. Ils ont monitoré de manière extrêmement fine les métriques d'explosivité neuromusculaire, qui sont les vrais KPI de l'athlète pour ce type d'intervention. D'ailleurs, traduisons un peu cette batterie de tests, car c'est là que la science révèle comment on mesure l'invisible, comment on prouve scientifiquement qu'un système nerveux est devenu plus efficace. Ils ont utilisé 4 métriques clés, si je me souviens bien. C'est ça. D'abord le squat jump, ou SJ, et le counter movement jump, le CMJ. On connaît tous un peu la mécanique du saut, mais ce qui est intéressant, c'est ce que ces tests isolent. Le premier évalue la force concentrique pure. À partir d'un point mort départ arrêté, on explose vers le haut. Tandis que le second, le CMJ, mesure l'utilisation de l'énergie élastique lors d'une descente rapide suivie d'un saut. Ensuite, on a l'accélération pure, évaluée sur un sprint de 10 mètres. Chronométré avec des cellules photoélectriques, bien sûr. Oui, au centième près. Parce que les premiers mètres au football, c'est littéralement ce qui détermine si on gagne ou si on perd un duel. Et puis, la 4e métrique. Ah, la 4e métrique, c'est sans doute la plus pertinente de toutes dans le cadre de cette étude. C'est l'index de force réactive, qu'on appelle souvent le RSI. Le fameux RSI. Voilà. Et ça, c'est pas un saut classique. Il est évalué à partir d'un drop jump. C'est-à-dire que l'athlète se laisse tomber d'une plateforme surélevée, ici c'était 10 ou 20 cm selon les protocoles, avant de rebondir instantanément le plus haut possible dès qu'il touche le sol. Le RSI, en fait, c'est un ratio mathématique très précis. C'est le temps de vol du saut divisé par le temps de contact au sol. C'est une métrique qui revient systématiquement dans la littérature quand on parle de performance. Alors, qu'est-ce que ce ratio nous dit concrètement sur la connexion entre le cerveau et le muscle de l'athlète? Pourquoi est-ce que ce fameux RSI, on le considère comme le saint graal de l'explosivité? En fait, le RSI, c'est vraiment le juge de paix de l'efficacité neuromusculaire, parce qu'il évalue la phase d'amortissement. C'est le moment exact où tout bascule. Lorsqu'un athlète touche le sol, ses muscles et ses tendons subissent une force excentrique massive. Ils s'étirent sous le poids du corps et de la gravité. Ok, je vois. L'objectif, c'est de stopper cet étirement et d'inverser le mouvement vers le haut de la manière la plus fulgurante possible, en concentrique. Pour vulgariser la mécanique, il faut penser à un ressort. Un ressort. Ouais. Si le complexe muscle-tendon manque de rigidité et que le signal nerveux est un peu lent, le système se comporte comme un ressort tout mou. Il s'écrase longuement au sol, l'énergie cinétique se dissipe sous forme de chaleur dans le corps et la relance est super laborieuse. Et donc là, le temps de contact au sol explose et logiquement le RSI s'effondre. Précisément, le dénominateur de la fraction est trop grand. A l'inverse, si l'entraînement a bien optimisé la raideur tendineuse et que le cerveau synchronise parfaitement la contraction, le système devient un ressort d'une rigidité extrême. Le temps de contact est minime et l'énergie élastique emmagasinée, lors de la chute, elle est restituée instantanément, sans déperdition. Et visuellement, ça donne quoi sur un terrain de football? Sur un terrain de football, le joueur avec le meilleur RSI, c'est celui qui donne l'impression de flotter, de changer d'appui sur du béton armé, là où les autres semblent patauger dans du sable. Quelle image! C'est hyper clair. Donc, nous avons le dispositif, on a l'échantillon de 52 athlètes, les 2 protocoles d'intervention avec ces volumes radicalement opposés et nos fameux outils de mesure de haute précision. 8 semaines plus tard, les chercheurs ont collecté l'intégralité des données, ils les ont soumises à leur modèle statistique et les résultats ont provoqué une véritable onde de choc par rapport aux dogmes établis. Oui, la première couche de résultats était attendue, bien qu'essentielle pour valider la démarche. Il y a eu un effet principal du temps très significatif. C'est-à-dire que ça a marché. Voilà. Les 2 groupes ayant bénéficié de la pliométrie, qu'ils soient à 41 sauts ou à 82 sauts par semaine, ont tous les 2 pulvérisé le groupe de contrôle sur l'intégralité des tests. Les chronos sur 10 mètres ont chuté, les temps de contact au sol se sont raccourcis, les hauteurs de vol ont augmenté. L'intervention fonctionnait, sans aucun conteste. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est l'analyse comparative entre les 2 groupes expérimentaux qui constitue la révélation majeure de cette publication.
Lorsqu'ils ont confronté les données du groupe régulier à celles du groupe microdosage, les chercheurs ont constaté qu'il n'y avait absolument aucune différence statistique significative entre les deux. C'est incroyable. Zéro différence. La moitié du volume, une fraction du temps de séance, et pourtant, à la virgule près, des gains d'explosivité, d'accélération et de réactivité totalement identiques. C'est le triomphe absolu de la qualité sur la quantité. Les mécanismes physiologiques mis en lumière par l'équipe de recherche pour expliquer cette équivalence, ils sont d'une limpidité saisissante. Comment ils l'expliquent ? En fait, réaliser 41 sauts avec une intensité vraiment maximale et une intention pure, le tout réparti intelligemment pour contourner la fatigue nerveuse, ça permet d'atteindre le pic de ce qu'on nomme la synchronisation des unités motrices. Le cerveau apprend à envoyer l'influx électrique de manière parfaitement simultanée à toutes les fibres musculaires disponibles, ce qui maximise le taux de développement de la force. Ce qui prouve donc que le système n'a pas du tout besoin d'être matraqué par le volume pour procéder à sa petite mise à jour interne. Mais bon, cette conclusion nous ramène inévitablement à cette notion de volume poubelle dont tu parlais tout à l'heure. Eh oui, Si le seuil de la dose minimale efficace se situe autour de ces 41 sauts, que se passe-t-il physiologiquement lors des 41 sauts restants que le groupe régulier s'est infligé? Parce que, c'est loin d'être neutre pour le corps. c'est même le cœur du risque en fait. Ces 41 sauts supplémentaires, ils n'améliorent plus du tout la synchronisation nerveuse, puisque le plafond d'adaptation de la séance est déjà atteint. Le logiciel est à jour. Ok, donc zéro bénéfice ? Zéro bénéfice. En revanche, il continue de générer des micro-lésions sur l'architecture tendineuse, particulièrement sur des zones critiques, comme le tendon d'Achille ou le tendon rotulien. Ils épuisent les stocks de substrats énergétiques locaux et surtout, ils sollicitent inutilement le cortex moteur, ce qui augmente massivement cette fameuse fatigue centrale. Donc c'est une dépense d'énergie qui n'a pour seul effet que d'allonger la durée nécessaire à la récupération avant le prochain match. C'est juste un très très mauvais calcul physiologique. Exactement, c'est s'épuiser pour rien. Toutefois, l'esprit critique exige quand même d'examiner les limites de cette trouvaille. Est-ce que cette règle un peu magique de la division par deux, ça s'applique universellement à n'importe quel athlète? L'étude mentionne clairement le profil des participants. Ce sont des jeunes de moins de 7 ans qui n'avaient pas de passé significatif avec un entraînement de pliométrie très ciblé. Du coup, il est légitime de se demander si un athlète olympique ou un professionnel de 28 ans ultra aguerri obtiendrait les mêmes résultats avec une dose aussi infime. Et c'est une réserve fondamentale que les auteurs abordent d'ailleurs avec beaucoup de transparence dans la discussion de leur papier. Si l'on relie cela au contexte global de l'entraînement, il faut comprendre qu'avec un système nerveux naïf face à un nouveau stimulus, la courbe de progression est extrêmement raide, même avec un volume super faible. C'est le principe du rendement marginal décroissant. Tout à fait. Chez un athlète d'élite, le corps est tellement habitué à gérer des charges neurologiques immenses depuis des années que son disjoncteur est réglé beaucoup, beaucoup plus haut. Pour déclencher une nouvelle adaptation chez un pro mature, le seuil de la dose minimale efficace sera inévitablement plus élevé. Ça nécessitera potentiellement une périodisation de la charge plus complexe. Donc le microdosage ne marcherait pas pour eux. Si, mais pas de la même manière. En période de compétition très dense, par exemple en pleine saison de Ligue des Champions, même pour un athlète d'élite, ce microdosage devient l'outil de maintien idéal. C'est parfait pour préserver l'explosivité acquise en pré-saison sans creuser de déficit de récupération. C'est une avancée majeure pour le maintien des performances. C'est hyper logique, ouais. Il y a un autre détail statistique assez intrigant dans les résultats de l'étude. J'ai remarqué que le groupe de contrôle, qui s'est contenté de ses entraînements de football habituels sans pliométrie ajoutée, a lui aussi affiché une légère amélioration de son RSI. Oui, tout à fait. De facto, un environnement de microdosage involontaire. Je veux dire, chaque accélération soudaine, chaque duel aérien pour la balle, c'est une forme de pliométrie chaotique, non? C'est une observation très juste. Le jeu en lui-même fournit une base de développement neuromusculaire. Cependant, le caractère chaotique et imprévisible de ces actions sur le terrain ne permet pas de garantir l'intensité maximale et la qualité biomécanique nécessaires pour vraiment repousser les limites physiologiques. On ne saute pas toujours dans des conditions optimales en plein match. Exactement, il y a des adversaires, il y a le terrain, il y a la fatigue. C'est pour cela que l'intervention ciblée, même si elle est ultra courte, de 11 minutes, prend tout son sens. Elle apporte la structuration d'un stimulus optimal, elle isole la composante neuromusculaire avec une précision chirurgicale que le jeu libre ne pourra jamais offrir de manière consistante.
En fait compte, l'analyse de cette dynamique dépasse très largement les limites du rectangle vert. La preuve scientifique que le microdosage est équivalent, voire supérieur sur le plan de l'économie d'énergie, ça nous offre une grille de lecture transposable à la vie quotidienne de quiconque écoute cette discussion. À la fameuse application au monde réel. Mais oui, comprendre et identifier cette dose minimale efficace, c'est un véritable rempart contre une culture de l'épuisement, qu'il soit physique, mental ou même professionnel, face au burn-out ou à la surcharge d'informations. C'est d'ailleurs toute la beauté des sciences du sport, je trouve. Elles nous renseignent sur les limites globales de la machine humaine. Si notre système nerveux est incapable d'assimiler positivement un apprentissage moteur au-delà d'un certain seuil d'exposition, ce principe d'économie s'applique très probablement à d'autres formes de charges cognitives et d'acquisition de compétences. Faire plus ne signifie clairement pas obtenir plus de résultats. Le constat est en effet sans appel. Réduire le volume et l'intégrer intelligemment préserve la vitalité tout en assurant l'excellence des résultats. L'étude de Liu, Wang et Xu démontre brillamment qu'une approche subtile l'emporte toujours sur l'usure systématique. Du coup, pour les esprits curieux désirant explorer la minutie de leur méthodologie et se plonger dans les détails de leur tableau statistique, il est vivement conseillé de consulter l'article complet paru dans le Journal of Sports Science and Medicine. C'est une lecture que je recommande chaudement, oui, c'est très accessible pour peu qu'on s'intéresse à la mécanique du corps. Et pour ne rien manquer des futures discussions qui traduiront de manière abordable la complexité de la recherche scientifique actuelle, la démarche est simple. Il est fortement recommandé de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est vraiment le meilleur moyen de rester à la pointe des découvertes. La littérature scientifique évolue hyper rapidement et honnêtement, ces remises en question de nos certitudes bien ancrées sont toujours les plus instructives. Ce qui amène inévitablement une dernière réflexion, peut-être un peu plus provocante pour clôturer. Si la science démontre avec une telle clarté que le système nerveux intègre les informations, ici de nature physique bien sûr, de façon bien plus optimale via de petites séquences très régulières plutôt que lors de blocs massifs et exténuants, Ouais, où veux-tu en venir, Nam? eh bien, ne serait-il pas temps de repenser l'architecture même de nos journées d'apprentissage intellectuel ou de nos journées de travail au bureau? Si l'efficacité neurologique chute après quelques minutes d'intensité sur un terrain, on peut se demander combien d'heures de réunions interminables ou de révisions acharnées se transforment, au fond, en un simple et tragique volume poubelle cognitif.